J'ai vendu le terrain familial en Jamaïque pour financer le somptueux mariage de ma fille à Atlanta. Pour me remercier, elle m'a caché derrière les poubelles de la cuisine, car ma présence la gênait. Elle pensait que sa propre mère était une ordure, mais elle avait oublié une chose très importante à propos de la femme qu'elle venait de jeter. Et j'allais le lui rappeler. Le pire, ce n'était pas l'humiliation, même si elle m'a profondément blessée pour laisser des cicatrices que je porterai jusqu'à la tombe. Non, le pire, c'était la lente et naissante prise de conscience que ma fille, ma belle Amara, dont le nom signifie « éternel » dans la langue ancestrale, avait tout planifié depuis le début. Elle avait calculé précisément ce qu'elle pouvait me soutirer sans rien donner en retour. Avant de commencer, merci d'être ici, de faire partie de cette communauté. Si vous croyez au pouvoir d'une femme qui trouve sa voie et retrouve sa dignité, vous êtes au bon endroit. Dites-moi d'où vous m'écoutez dans les commentaires. Cela me touche énormément. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qu'ils m'ont fait. Certaines histoires doivent être racontées non pas par vengeance, mais par justice. C'est le cas de celle-ci. Je ne recherche pas votre pitié. La pitié est un piètre substitut au respect. Ce que je recherche, c'est la compréhension. Que vous traversiez avec moi la vallée de l'humiliation et que vous en ressortiez debout, comme je l'ai fait. Je m'appelle Augusta Blackwood. À 71 ans, ma vie était une étude tranquille et heureuse, profondément enracinée dans la riche terre rouge de la paroisse de Portland, en Jamaïque. Ma maison, une solide maisonnette couleur mangue mûre, était nichée dans les collines surplombant Port Antonio, sa véranda captant la brume matinale qui descendait de la mer des Caraïbes. C'était mon royaume, un royaume mesuré non pas en hectares, mais par le parfum du jasmin nocturne, le goût du carambole que je cueillais sur mon propre arbre, et la paix profonde et inébranlable qui s'installait sur les montagnes bleues au crépuscule. J'avais gagné ce sanctuaire grâce à des décennies de travail honnête et d'économie assidue. Mes journées étaient un doux rythme de routine et d'amour. Je m'occupais de mon jardin, une profusion d'hibiscus, de lys gingembre et d'oiseaux de paradis qui faisaient l'envie de mes voisins. Je cuisinais avec le parfum du piment et du thym, une présence réconfortante constante dans ma cuisine. Et je priais, ma foi aussi ferme et profonde que la mer que j'observais depuis ma balancelle. C'était une vie simple, une belle vie. Mais mon cœur vivait pour l'essentiel à des milliers de kilomètres de là, dans une ville de verre et d'ambition appelée Atlanta, où vivait ma fille unique, Amara. Chaque matin, aux premières lueurs du jour sur les montagnes, je me tenais sur ma véranda, une tasse de café Blue Mountain me réchauffant les mains, et j'envoyais une bénédiction silencieuse à mon enfant par-delà les eaux. J'avais passé ma vie à enseigner, une carrière de service discret et d'enseignement patient. Et chaque centime, chaque once d'énergie que j'avais investie pour offrir à Amara le monde dont je n'avais lu que dans les livres. Elle était mon étoile montante, la jeune fille belle et vive d'esprit, promise à de plus grands espoirs que notre petite île ne pouvait offrir. Des années auparavant, lorsqu'elle avait visé un diplôme de commerce à l'université Emory, une université dont les frais de scolarité étaient si élevés qu'ils semblaient être une faute d'impression, je n'avais pas hésité. Enseigner à l'école primaire de Port Antonio ne m'avait jamais enrichi, mais cela m'avait apporté quelque chose de peut-être plus précieux, le respect de toute une communauté. Je me souviens du jour où j'ai rendu cela possible. Je me tenais, le cœur lourd, sur un terrain à la sortie de la ville, un morceau de terre qui appartenait à la famille Blackwood depuis 5 générations. C'était une terre de premier choix avec une vue sur la mer à vous briser le cœur. Je sentais la présence de ma grand-mère dans le bruissement des feuilles de palmier, la sagesse de mon père dans la force inflexible des amandiers. La vendre, c'était comme vendre un morceau de mon âme. Mais quand je pensais à l'avenir d'Amara, aux portes qui lui ouvriraient, le choix était clair. La terre avait été transmise à mon père à une époque où la propriété de biens de premier choix pour les Noirs était rare et précaire. J'ai vendu mon droit d'aînesse à un promoteur immobilier de Kingston pour une somme qui a permis à ma fille de réaliser son rêve américain. Je ne lui ai jamais raconté l'histoire complète du terrain, me disant seulement que j'avais gagné un peu d'argent. Ce sacrifice était mon secret personnel, une pierre angulaire de la vie qu'elle était censée construire, et elle l'avait construite. Elle a obtenu son diplôme avec mention et, grâce à son esprit vif et à son ambition encore plus vive, elle a rencontré et est tombée amoureuse d'un jeune homme nommé Julian Croft, dont la famille appartenait au cercle sélect de l'élite d'Atlanta. Lorsque l'argent est arrivé sur mon compte, une somme qui semblait obscène par son excès, supérieure à ce que j'avais gagné en 20 ans d'enseignement, je me suis assise seule dans ma cuisine et j'ai pleuré. Non pas de joie, mais d'un profond sentiment de désarroi. Elle allait se marier, et bien sûr, le mariage allait être grandiose, gage de leur succès. Le lieu choisi par Amara, le Stanton Grand Manor, au cœur de Buckhead, était un palais de marbre et de pelouse impeccable.
Son loyer dépassait la valeur de mon cottage tout entier. Quand Amara m'avait appelé, sa voix, un mélange d'affection maternelle et de détermination d'acier, elle m'avait exposé le problème. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs lorsqu'elle m'a parlé de Julian. Il vient d'une vieille famille d'Atlanta, maman, dit-elle d'une voix chuchotée comme si elle partageait un secret sacré. Son grand-père était juge fédéral. Ils ont une maison d'été à Sea Island. Maman, dit-elle, les parents de Julian s'occupent du traiteur et des fleurs, mais le lieu, on ne peut pas s'en charger seul. C'est le seul endroit qui nous semble approprié. C'est le genre d'endroit qui montre à tout le monde qu'on est arrivé. J'ai compris le non-dit. C'est le genre d'endroit qui impressionnera sa famille. Ce qu'elle n'a pas dit et ce qui flottait entre nous comme une accusation, c'est que le lieu du mariage était une déclaration, une affirmation qu'elle avait transcendé ses origines. Le sous-entendu était clair, sa mère jamaïcaine, son enfance sur une île que beaucoup de ses nouveaux amis ne pourraient probablement pas situer sur une carte, l'accent qu'elle avait tant travaillé à éliminer de son discours autant d'obstacles qu'elle avait surmontés. Alors, j'ai fait comme toujours. Je suis allée à ma coopérative de crédit à Port Antonio, celle où j'avais épargné pendant un demi-siècle, et j'ai retiré une part colossale de mes économies. J'ai viré l'argent sur un compte à Atlanta, un numéro qui disparaissait de mon univers pour réapparaître dans le sien. C'était mon cadeau de mariage, la base sur laquelle elle allait construire sa journée parfaite. La coopérative était un petit bâtiment soigné sur la rue principale, dont les fenêtres étaient protégées par des ferronneries décoratives en forme de fleurs d'hibiscus. À l'intérieur, l'air était frais et sentait le cirage et le papier. Mademoiselle Constance, qui gérait mes comptes depuis avant la naissance d'Amara, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture lorsque j'ai indiqué le montant que je souhaitais retirer. Le coup de fil reçu une semaine avant mon départ fut la première secousse, le premier signe que le sol sous mes pieds n'était pas aussi solide que je le croyais. Je lui parlais de la robe que j'avais fait confectionner sur mesure par Mademoiselle Edna en ville, une magnifique création en dentelle bleu roi. Cette robe représentait tout ce dont j'étais fière dans mon héritage. La couleur intense rappelait la mer des Caraïbes au crépuscule, le motif complexe de la dentelle rappelait les motifs ajourés qui ornaient les plus belles demeures de Port Antonio. Mademoiselle Edna, dont les doigts n'avaient rien perdu de leur agilité malgré ses 75 ans, y avait travaillé pendant des semaines, intégrant des chutes de dentelle de la robe de mariée de ma mère. « Maman » avait dit Amara d'une voix étrangement tendue. « La palette de couleurs est champagne, or et ivoire. Je t'ai envoyé le mood board. » Ces mots tombèrent entre nous comme des pierres jetées dans une eau calme, créant des ondulations dissonantes qui se propageaient vers l'extérieur, perturbant la surface de notre conversation. J'essayais de me rappeler si un mood board avait été mentionné lors de nos précédentes discussions sur le mariage. Il y avait eu de nombreux appels, bien sûr, mais ils étaient étrangement dépourvus du genre de détails que la plupart des mères et des filles partagent. Amara avait parlé en termes généraux de l'esthétique et de l'ambiance, sans jamais me demander mon avis ni sembler intéressée par l'inclusion d'éléments de son héritage jamaïcain. « Oh » avais-je dit, un peu troublée. « J'ai dû rater ce mail. Mais ce bleu est très élégant, ma chérie, comme la mer profonde. » J'essayais de garder une voix légère, de combler le fossé soudain qui s'était creusé entre nous avec la douce assurance qui avait toujours été la mienne. Ce n'était sûrement qu'un détail, un léger malentendu qui pourrait être aplani avec une bonne volonté mutuelle. La robe bleue était déjà confectionnée, déjà payée, déjà emballée dans du papier de soie dans le coffre en cèdre au pied de mon lit, attendant son voyage vers le nord. Plus important encore, c'était une robe qui honorait qui j'étais, une femme de l'île, une femme dont la vie avait été façonnée par le rythme de la mer et du ciel. Il y eut un silence. « C'est bien, dit-elle, même si son ton laissait entendre que ce n'était pas le cas. Essayez simplement d'être discrète. Puisque vous payez pour le manoir, vous comprenez pourquoi chaque détail doit être impeccable pour nos invités. C'est le reflet de nous tous. » Ces mots étaient soigneusement mesurés, destinés à me rappeler ma place tout en faisant appel à mon instinct maternel pour protéger sa réputation. C'était une manipulation magistrale, et j'en ai ressenti la douleur même en reconnaissant la tactique. Cette fille, à qui j'avais appris à lire et à écrire, à se tenir debout face à l'adversité, à privilégier le fond aux apparences, m'enseignait maintenant l'importance d'adhérer à une palette de couleurs pour le bien de nos invités. Nos invités, ces mots flottaient dans l'air entre la Jamaïque et Atlanta. Ni notre famille, ni nos amis. J'ai ressenti une légère piqûre, un sentiment que j'ai immédiatement écarté. C'était une mariée, stressée et anxieuse. Mon devoir, en tant que mère, en tant que pilier calme et stable de sa vie, était de ne rien faire d'autre que de la soutenir. J'ai pris une grande inspiration.
l'air salin de ma fenêtre ouverte emplissant mes poumons du parfum familier de la maison. Bien sûr, Amara, ai-je finalement dit, concédant le point avec une grâce que je ne ressentais pas. Je comprends parfaitement. Et je comprenais, mais pas comme elle l'entendait. Je comprenais que ma fille avait honte non seulement de ma robe, mais de moi. De ce timbre de voix qu'aucune prononciation soignée ne pouvait entièrement effacer. De ces boucles argentées dans mes cheveux que j'avais depuis longtemps arrêté de défriser ou de teindre. J'avais réservé mon vol au départ de Kingston, emballé ma magnifique robe bleue abyss et emporté avec moi un cœur si plein d'amour et de fierté qu'il me semblait sur le point d'exploser. J'allais découvrir la vie magnifique que mes sacrifices avaient bâtie. J'ignorais que je m'envolais vers l'humiliation la plus profonde, la plus publique et la plus dévastatrice de toute ma vie. L'aéroport de Kingston vibrait de l'énergie particulière des départs d'île, ce mélange doux amer d'excitation et de nostalgie qui accompagne chaque voyage loin de chez soi. Les familles se rassemblaient en groupes émus, les partants chargés de valises surchargées de cadeaux et de trésors insulaires pour leurs proches éloignés, les restés fourrant des paquets de dernière minute de galettes maison et de douceur dans des mains déjà bien remplies. Le vol de Kingston à Atlanta m'a semblé un voyage entre deux mondes. J'ai quitté la chaleur humaine de la Jamaïque, les sourires faciles du personnel de l'aéroport, le rythme familier du patois, pour atterrir dans la fraîcheur et l'efficacité climatisée de l'aéroport international Hartsfield-Jackson. L'air lui-même semblait différent, plus raréfié, plus rapide, moins clément. Alors que l'avion entamait sa descente, j'ai collé mon visage au hublot, regardant la ville tentaculaire se dessiner en contrebas, un vaste réseau d'autoroutes et de gratte-ciel si différent du dédale organique des rues de Port Antonio. Mon estomac se serrait, mêlé d'impatience et d'anxiété. J'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel qu'Amara m'avait réservé, une élégante tour impersonnelle de verre et d'acier à Midtown. Ma chambre était charmante, avec une vue imprenable sur les gratte-ciel scintillants de la ville, mais elle semblait stérile, un endroit sans âme. Le chauffeur de taxi, un jeune homme à l'accent ouest-africain mélodieux, avait discuté aimablement pendant le trajet depuis l'aéroport, s'enquérant de la Jamaïque et partageant des anecdotes sur sa propre mère au Sénégal. Sa chaleur avait été un pont bienvenu entre les mondes, un rappel que même dans cette vaste ville américaine, il y avait des liens à nouer, des expériences partagées à célébrer. J'ai passé la matinée du mariage dans un état d'anticipation à la fois nerveux et joyeux. J'ai vaporisé ma robe en dentelle bleu roi jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. J'ai coiffé mes cheveux argentés en un élégant chignon et me suis maquillée d'une main sûre. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 71 ans, dont le visage reflétait une vie pleine d'amour et de sens. J'ai vu une mère prête à assister au plus grand bonheur de sa fille. Le miroir était impitoyable sous la lumière crue de l'autel, révélant chaque ride, chaque marque que le temps avait gravée sur mon visage. Pourtant, je n'ai pas bronché devant mon reflet. Chaque pli autour de mes yeux exprimait les rires partagés avec des élèves qui étaient devenus comme une famille. Le trajet en taxi jusqu'à Buckhead fut une autre transition. Les bâtiments devinrent plus imposants, les rues plus larges, les boutiques arborant des noms que je ne connaissais que par les magazines sur papier glacé. Nous avons finalement emprunté une longue allée sinueuse, et voilà, le Stanton Grand Manor. Il était encore plus magnifique que sur les photos, une vaste demeure aux colonnes blanches qui ressemblait moins à une maison qu'à un monument à la richesse. Le quartier avait affiché son exclusivité de mille manières subtiles, trottoirs immaculés, déserts de piétons, vastes pelouses entretenues par des mains invisibles, maisons en retrait de la route, derrière des portails et des haies. Mon cœur se gonfla d'une fierté maternelle intense. Mon sacrifice avait permis cela. Mon amour avait rendu ce conte de fées possible. Je payai le chauffeur et montai les marches de pierre, ma petite pochette à la main. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Je ne fus accueilli ni par ma fille, ni par mon futur gendre, mais par une jeune femme à la coupe de cheveux sévère et portant un presse-papier. Alors que le taxi s'éloignait, je restai un instant au pied de ces marches de marbre, absorbant pleinement l'impact du Stanton Grand Manor. Le bâtiment semblait scintiller dans la lumière de la fin de matinée, ses colonnes blanches se dressant telles des sentinelles sur le ciel d'un bleu parfait d'Atlanta. « Bienvenue au mariage Croft-Williams », dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Sa voix avait la neutralité éprouvée de quelqu'un qui traite les inconnus avec professionnalisme, qui maîtrise l'art de paraître à la fois accueillant et distant. Elle tenait une tablette dans une main, un smartphone dans l'autre, ses outils de prédilection pour organiser les moments parfaits des autres. Son regard me parcourut, s'attardant sur la robe bleue qui défiait la directive champagne or ivoire, les cheveux argentés coiffés dans un style plus élégant des îles que sophistiqué d'Atlanta, le visage marqué par le soleil et le temps plutôt que préservé par des crèmes onéreuses et des soins subtils. Augusta Blackwood, dis-je avec un sourire chaleureux. Je suis la mère de la mariée.
Je lui tendis la main, un geste à la fois amical et formel, un pont au-dessus du gouffre que son attitude avait créé. Elle la prit brièvement, froide et impersonnelle. Je résistai à l'envie de la retenir plus longtemps, de forcer un instant de véritable connexion humaine. Au lieu de cela, je me tins droit, ma dignité m'enveloppant comme un manteau. J'étais la mère d'Amara. J'avais payé pour ce palais de marbre et de souvenirs. J'y appartenais autant que quiconque, quoi qu'en pense cette jeune femme avec sa tablette et ses jugements. Ses yeux parcoururent sa liste. Ah oui, Madame Blackwood. Elle leva les yeux. Amara est simplement indisposée pour le moment. Dernière retouche. Si vous me suivez, je vous accompagne à votre place. Les mots étaient assez neutres, mais quelque chose dans son ton, une légère insistance sur « votre place », peut-être, ou une certaine efficacité performative déclencha un avertissement au plus profond de ma conscience. C'était la vigilance subtile que développent les proies, une conscience du danger encore invisible mais néanmoins réelle. Je repoussai ce sentiment. C'était le jour du mariage de ma fille. Je ne laisserai pas de petits affronts, réels ou imaginaires, assombrir l'événement. Je la suivis dans le grand hall, mes talons claquant doucement sur le sol en marbre. Nous passâmes devant l'entrée de la salle de bal principale, où je pus admirer de magnifiques compositions de roses blanches et de draperies dorées. J'entendis les douces notes d'un quatuor à cordes. Mais nous ne nous retournâmes pas. Nous continuâmes notre chemin dans un long couloir silencieux, loin de la musique, loin de la lumière. À chaque pas qui nous éloignait de la salle de bal principale, les signaux d'alarme dans mon esprit se faisaient plus forts. Nous avions franchi plusieurs portes, chacune pouvant mener à la salle de cérémonie. Au lieu de cela, nous continuâmes dans un couloir de plus en plus utilitaire. La moquette moelleuse céda la place au parquet ciré, puis au carrelage pratique. Le couloir aboutissait à 2 portes battantes, comme celles qu'on voit dans un restaurant. L'organisateur en poussa une. L'air qui me frappa était chaud, humide et sentait l'huile de cuisson et le désinfectant. C'était l'entrée arrière de la cuisine industrielle. Et là, nichée dans une petite alcôve de service juste à côté des portes, se trouvait une chaise solitaire. À côté d'elle se trouvaient 2 énormes poubelles de restauration sur roulettes en inox brillant. L'une servait aux poubelles, l'autre aux assiettes et verres jetés. La cuisine était un véritable bourdonnement contrôlé. Des chefs en veste blanche donnaient leurs ordres, des serveurs en noir et blanc entraient et sortaient précipitamment par les portes battantes. Le cliquetis des plats et le sifflement de la vapeur créaient une cacophonie qui agressait mes sens après le calme relatif du couloir. Je me suis arrêté net. Je crois qu'il y a eu une erreur, ai-je balbutié d'une voix à peine murmurée. Ces mots semblaient venir d'ailleurs, comme s'ils avaient été prononcés par un inconnu. Je me sentais déconnecté de mon corps, flottant au-dessus de la scène, observant cette femme d'un certain âge, digne, dans sa belle robe bleue, debout dans un couloir de service, le visage empreint de confusion et d'horreur naissante. C'était sûrement une erreur. Aucune fille n'aurait délibérément placé sa mère, la femme qui avait donné sa vie, qui avait sacrifié son avenir pour celui de son enfant, qui avait traversé l'océan pour assister à ce jour mémorable à côté des poubelles d'une cuisine. Le sourire professionnel de l'organisatrice ne faiblit pas. Pas d'erreur. C'est bien l'endroit qu'Amara avait désigné. Ces mots étaient prononcés avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui obéit simplement aux ordres, sans aucune malveillance personnelle, ni aucune responsabilité personnelle. Elle ne me regarda pas dans les yeux, son attention déjà portée sur sa tablette, sur la tâche suivante de sa liste. À cet instant, quelque chose se cristallisa en moi. Une clarté parfaite, terrible. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un oubli. Ma fille, mon Amara, avait expressément demandé à cette femme de m'asseoir ici, cachée comme un objet honteux, quelque chose qui risquait de contaminer l'atmosphère raréfiée de sa journée parfaite. Mais c'est une entrée de service. Ma fille m'attend au premier rang. Je m'entendis prononcer ces mots, une ultime tentative désespérée de m'accrocher au monde tel que je l'avais compris quelques instants auparavant. Un monde où les filles aimaient leur mère imparfaitement mais sincèrement. Où les liens familiaux transcendaient l'ascension sociale et les apparences. Où mon sacrifice signifiait bien plus qu'une simple transaction financière. Mais alors même que je parlais, je savais. Je le savais à l'expression soigneusement neutre de la coordinatrice, à la façon dont elle déplaçait son poids avec impatience, à la gentillesse calculée dans sa voix lorsqu'elle apportait le coup fatal. Je me conforme au plan de table qu'on m'a donné, dit-elle d'une voix froide et définitive. Profitez bien de la cérémonie. Elle se retourna et s'éloigna, me laissant planter dans le couloir résonnant, mon monde entier vacillant. Sans un regard en arrière, ses talons claquèrent brusquement sur le carrelage,
le bruit s'estompant jusqu'à être englouti par le brouhaha général de la cuisine. Je restais seule dans l'alcôve de service, ma pochette serrée si fort que mes jointures blanchissaient sur ma peau foncée. Le personnel de cuisine se déplaçait autour de moi, évitant tout contact visuel, leur indifférence professionnelle témoignant d'une autre forme de cruauté. Non pas active, mais passive, non malveillante, mais peut-être plus dévastatrice encore, dans son acceptation désinvolte de mon humiliation. Je restais plantée là pendant ce qui me sembla une éternité, mon esprit refusant d'assimiler ce que mes yeux voyaient. C'était impossible. C'était une farce, une plaisanterie terrible et cruelle. À tout moment, Amara accourait dans le couloir en riant et me conduirait à ma place légitime. Mais elle ne le fit pas. Le quatuor à cordes au loin s'éleva, signalant le début de la cérémonie. On installait les invités, et j'étais seule. Le temps perdait tout sens dans cette alcôve. J'aurais pu rester là des minutes, voire des heures, figée dans un état d'animation suspendu, incapable d'avancer dans cette nouvelle et terrible réalité ou de reculer dans les illusions confortables du passé. Juste à ce moment, Amara apparut, franchissant précipitamment les portes battantes. Elle ne riait pas. Son visage, masque d'un maquillage impeccable, était crispé par la fureur. Elle n'arborait pas l'éclat radieux d'une mariée, mais la fureur froide de quelqu'un dont les plans méticuleux avaient été menacés. Sa vue fut comme un choc physique. Ma fille se transforma en une étrangère, une belle et terrible étrangère dont le regard ne reflétait plus l'amour dont je me souvenais, ni le lien que j'avais fait si loin pour honorer. Elle était resplendissante dans sa robe de mariée, un ouvrage de soie ivoire et de perles délicates qui avait dû coûter plus d'un an de salaire de mon professeur. « Maman » siffla-t-elle en m'attrapant le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma manche en dentelle. Elle m'attira plus loin dans l'alcôve, comme pour me cacher. « Que fais-tu » Je pensais que l'organisatrice t'aurait déjà installé. Sa voix était méconnaissable, tendue par le stress, dénuée de toute chaleur, les traces persistantes de son enfance jamaïcaine soigneusement effacées par des années de coaching vocal et d'efforts conscients. Ses doigts sur mon bras étaient comme des griffes, s'enfonçant à travers la dentelle délicate dans ma chair. La douleur physique n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle de voir ma fille me regarder, non pas avec amour, ni même avec ce mélange complexe d'affection et d'exaspération qui caractérise souvent les relations parents-enfants-adultes, mais avec une horreur à peine dissimulée. Les larmes me piquèrent les yeux. « Amara, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je de retour ici ?» Ma voix s'éleva comme un murmure, fragile et incertain, si différent de mon ton assuré habituel. Les larmes qui menaçaient de couler n'étaient pas seulement dues à la douleur, même si elle était profonde. Elles provenaient d'un profond sentiment de dislocation, d'être entré dans une réalité parallèle où plus rien n'avait de sens, où les lois fondamentales de l'amour et du respect étaient suspendues. Dans cette réalité, une fille pouvait asseoir sa mère derrière des poubelles et ne voir aucun mal à cet arrangement. Une fille pouvait regarder dans les yeux de ceux qui l'avaient veillée depuis sa plus tendre enfance et y voir non pas un parent aimé, mais un souvenir gênant de ses humbles origines. Les parents de Julien ont reçu des confirmations de dernière minute de leurs partenaires commerciaux, dit-elle d'une voix rapide et saccadée, son regard nerveux se reportant vers la salle principale. Il n'y avait plus de place. C'était ça ou rien. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. Vous comprenez ? L'explication, si un mensonge aussi flagrant méritait ce qualificatif, fut formulée avec une efficacité qui laissait penser qu'elle l'avait répété, qu'elle avait anticipé ma confusion et préparé cette réponse pour neutraliser toute protestation. Il n'y avait plus de place. Dans un lieu aussi grand que Stanton Grand Manor, avec ses multiples salles de bal et espaces de réception, il n'y avait soi-disant plus de place pour la mère de la mariée. L'absurdité était si profonde qu'elle en virait presque à la comédie. Ces mots me frappèrent avec la force d'un choc physique. C'était ça ou rien. Ma présence, mon être même, valait moins qu'un inconnu, un partenaire commercial. Moi, la femme qui avait financé ce palais, j'étais cachée parmi les ordures. Ces mots résonnaient dans ma tête, chaque syllabe comme un clou dans le cercueil de notre relation telle que je la concevais. C'était ça ou rien. Le choix binaire qu'elle présentait était révélateur par sa fausse simplicité. Il y avait, bien sûr, d'innombrables autres options. Elle aurait pu parler au responsable de la salle pour ajouter une chaise dans la section familiale. Elle aurait pu demander à un parent plus éloigné de Julien de reculer d'une rangée. Elle aurait pu, penser radical, privilégier sa mère à une relation d'affaires dont la seule valeur était le réseautage potentiel de son nouveau mari. J'ai regardé ma fille, sa magnifique et coûteuse robe blanche, le diamant scintillant à son cou, et j'ai vu une étrangère froide et calculatrice qui avait mis en balance la dignité de sa mère et les avantages sociaux,
et l'avais trouvée insuffisante. Dans cet instant de lucidité, j'ai compris non seulement qui ma fille était devenue, mais ce que je lui avais permis de devenir par mon amour inconditionnel, mon sacrifice sans fin, mon refus d'exiger le respect qui m'était dû. Je lui avais appris, par mon propre exemple, que ma valeur était négociable, que ma dignité pouvait être compromise si le prix était juste. Je lui avais montré que j'accepterais les miettes de sa table et que j'appellerais cela un festin. Son mari, Julian, apparut derrière elle l'espace d'une brève seconde, le visage masqué d'une belle indifférence. Il me vit les larmes me monter aux yeux, et ne me lança qu'un bref regard coupable avant de disparaître dans la soirée. C'était un lâche, et ma fille était sa reine. Julian Croft incarnait tout ce que j'avais admiré chez les hommes américains. Grand, athlétique, sûr de sa place dans le monde. Son smoking ajusté s'adaptait parfaitement à ses larges épaules, ses cheveux blonds foncés étaient coiffés avec art, son visage rasé de près projetait une image de prospérité digne de confiance. C'était, objectivement, un bel homme. Mais, dans ce bref instant où nos regards se croisèrent sur le seuil de la cuisine, je vis quelque chose qui me glaça plus profondément que la cruauté calculée de ma fille. Une indifférence absolue masquée par un mince vernis de malaise social. La cérémonie commença. J'entendis les vœux étouffés, les applaudissements polis, tout cela filtrait à travers les portes battantes. Durant les heures qui suivirent, je subis une torture unique et constante, le bruissement des portes qui s'ouvraient et se fermaient, le fracas aigu et discordant des serveurs raclant les restes des assiettes dans les poubelles à côté de moi, l'odeur grasse des hôtes de cuisine qui imprégnait ma belle robe. À travers les étroites fenêtres rectangulaires des portes battantes, j'aperçus par intermittence la cérémonie et la réception, un kaléidoscope d'images partielles qui ne faisait que souligner mon exclusion. Un éclair blanc alors Camara descendait l'allée au bras du père de Julian, mon absence de ce rôle traditionnel étant apparemment passée inaperçue. Les mains levées de l'officiant les déclarant mari et femme. Je n'étais pas un invité. J'étais un obstacle. Un meuble dans un couloir de service. J'étais invisible. J'étais effacé. Et de mon point de vue sordide, à travers l'entrebâillement de la porte, je distinguais à peine le photographe officiel, un homme grand et sérieux nommé Marcus Vance, qui sillonnait la foule, capturant chaque instant de la journée parfaite de ma fille. L'invisibilité était totale, un effacement complet non seulement de ma présence physique, mais aussi de mon importance dans le récit de la vie de ma fille. Je n'étais pas simplement assis à un endroit indésirable. J'avais été conceptuellement exclu de l'histoire racontée, du témoignage officiel créé par la photographie, la vidéo et les toasts partagés. S'asseoir à une place d'honneur, c'est être vu. S'asseoir à une place de honte, c'est être rendu invisible. Pendant les 4 heures qui ont suivi, j'ai appris la signification brutale de cette vérité. De mon exil dans le couloir de service, je suis devenu un fantôme au festin de mariage de ma propre fille. J'ai observé la célébration se dérouler par bribes d'images à travers les portes battantes, une série de vignettes décousues et douloureuses. Les heures s'étiraient à l'infini, chaque minute une petite éternité d'humiliation. J'étais assise parfaitement immobile, le dos droit, les mains jointes sur les genoux, le visage soigneusement arrangé dans une expression de neutralité digne. C'était une posture que j'avais perfectionnée au fil des décennies en tant qu'enseignante dans un système éducatif colonial. Le masque de compétence et de contrôle que les femmes noires arborent pour naviguer dans les espaces blancs sans susciter gêne ni hostilité. J'ai assisté à la première danse d'Amara et Julian, leur corps évoluant à l'unisson sous la douce lueur d'un lustre en cristal. J'ai vu les toasts, entendu les rires étouffés des amis et de la famille qui louaient leur amour, leur réussite, leur union parfaite. Chaque acclamation, chaque applaudissement était une nouvelle vague d'humiliation qui m'envahissait. À travers les petites fenêtres des portes battantes, j'ai regardé ma fille et son nouveau mari évoluer sur la piste de danse au son d'une chanson que je ne connaissais pas, une chanson contemporaine et américaine, sans aucune trace des rythmes insulaires qu'Amara adorait enfant. Ils étaient magnifiques ensemble, je devais l'admettre grands et gracieux, leurs mouvements suggérant l'intimité naturelle d'un couple bien assorti. Ma robe soigneusement choisie, la dentelle bleu marine, si élégante dans mon cottage en Jamaïque, me semblait désormais un costume de fou. Une odeur de graisse de cuisine et de champagne jeté s'y accrochait, un parfum nauséabond de ma disgrâce. La magnifique création de Miss Edna, cousue avec tant de soin et de fierté, me semblait désormais une farce cruelle, le costume sophistiqué d'un rôle que je n'avais jamais été destinée à jouer. À chaque serveur qui franchissait les portes, à chaque chargement d'assiettes jetées dans les poubelles à côté de moi, la dentelle délicate absorbait davantage les odeurs de la cuisine, huile de cuisson, restes de nourriture, produits d'entretien industriel. Ces odeurs se mêlaient à mon parfum, le subtil parfum insulaire de gaillac et de jasmin que j'avais soigneusement appliqué avant de quitter l'hôtel.
Le va-et-vient incessant du personnel de restauration rythmait mon isolement. Ils se déplaçaient autour de moi, détournant le regard, leur indifférence professionnelle témoignant clairement d'une mise en garde contre la vieille dame dans le coin. Je faisais partie du décor, sans plus d'importance que l'extincteur accroché au mur. Le personnel majoritairement jeune, noir et latino maintenait une distance prudente autour de ma chaise, leur regard glissant sur moi comme si j'étais invisible. Leur indifférence pratiquée n'était pas personnelle, mais professionnelle, conséquence d'une consigne claire de la direction. Ne pas s'adresser à la femme près des poubelles. Le choc initial fulgurant s'était transformé en un profond chagrin. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Ma fille m'avait regardé, moi, sa mère, la femme qui avait vendu son histoire pour construire son avenir, et avait décidé que j'étais un déchet, bon à être assis avec les ordures. L'amour que je lui avais voué toute ma vie m'avait été rendu par cet acte de mépris singulier et déchirant. Au fil des heures, la douleur aiguë de la trahison s'était transformée en quelque chose de plus profond et de plus durable. Une remise en question fondamentale de tout ce que je croyais de ma relation avec ma fille, du sens du sacrifice maternel, de l'amour lui-même. J'ai ressenti une lassitude si profonde qu'elle s'est incrustée dans mes os, la lassitude d'un amour complètement et définitivement gâché. La fatigue qui m'envahissait n'était pas seulement physique. Même si rester assise pendant des heures dans cette inconfortable chaise pliante avait certainement eu des conséquences néfastes sur mon corps vieillissant. C'était un épuisement existentiel, une lassitude profonde née d'une vie de dons pour finalement constater que mes dons étaient dévalorisés, mon amour non réciproque, mon existence même traitée comme un inconvénient. Combien d'énergie avais-je dépensé pendant des décennies à entretenir une relation qui, au final, signifiait si peu pour ma fille qu'elle pouvait me rejeter ainsi? Combien de nuits étais-je restée éveillée à m'inquiéter de son bonheur, de son avenir, de son bien-être, alors qu'elle ne semblait se soucier ni de ma dignité, ni de mes sentiments, ni de ma place dans sa vie. Puis quelque chose changea. Le tournant ne fut pas un grand geste, mais un petit acte discret de décence humaine. Un jeune homme, employé de restauration, pas plus âgé que mon Amara lorsqu'elle était partie à l'université, franchit la porte. Il portait un lourd plateau de verre vide. Il s'arrêta, me regarda, puis les bacs en acier brillant à côté de moi. Ses yeux, sombres et bienveillants, s'écarquillèrent d'incrédulité. Alors que le cortège interminable des serveurs poursuivait son mouvement mécanique entre la cuisine et la salle de bal, un jeune homme rompit le rythme. Il était mince, la peau brune et les cheveux coupés courts, vêtu du même pantalon noir et de la même chemise blanche que les autres employés, mais quelque peu distinctif par son allure. Peut-être était-ce sa façon de se déplacer non pas avec l'efficacité frénétique des autres, mais avec une grâce délibérée qui suggérait un rapport différent à son travail, à son propre corps dans l'espace. Il me regarda et son masque professionnel disparut, remplacé par une expression d'horreur et de compassion sincère. Il posa son plateau sur un comptoir voisin, versa un verre d'eau d'un pichet et s'approcha de moi. Il s'accroupit légèrement pour être à ma hauteur. Les actions du jeune homme violaient toutes les règles tacites qui régissaient le comportement du personnel de cuisine. En posant son plateau, en versant de l'eau non pas pour un client mais pour moi, en s'approchant de ma chaise, et plus radical encore, en s'accroupissant pour me regarder dans les yeux plutôt que de se tenir au-dessus de moi, il accomplissait un acte de rébellion, modeste mais profond, contre la hiérarchie qui m'avait placé dans cette position. Ses gestes étaient délibérés, sans précipitation, comme s'il était prêt à assumer les conséquences de cette violation du protocole. « Madame » murmura-t-il d'une voix emplie d'un respect que je n'avais pas reçu de toute la soirée. « Je suis vraiment désolé. Personne ne devrait être assis ici. » Il me tendit le verre d'eau. « Puis-je vous servir une assiette? Le saumon est très bon. » Sa voix était basse, juste à mes oreilles, une précaution nécessaire dans un environnement où son petit geste de gentillesse pouvait potentiellement lui coûter son poste. La formalité de son adresse, « Madame », n'avait rien de la condescendance que j'avais perçue dans le ton de l'organisateur, mais plutôt une courtoisie désuète qui reconnaissait mon âge et ma dignité. Ses excuses n'étaient pas pour lui-même, il n'avait rien fait de mal, mais pour la situation, pour l'échec collectif de l'humanité qui avait abouti à ma situation actuelle. J'ai regardé ce garçon, cet inconnu, et mon sang-froid s'est brisé. Une larme a tracé son chemin sur ma joue. Sa gentillesse simple, sa reconnaissance de mon humanité contrastait violemment avec la cruauté calculée de ma propre chair. Après des heures de maîtrise de soi rigide, à refuser à quiconque la satisfaction de me voir affecté par mon humiliation, ce petit geste de décence m'a complètement anéanti. La larme qui s'est échappée n'était pas seulement une réponse à cet instant de gentillesse, mais une libération du chagrin, de la colère et de l'incrédulité accumulées en moi depuis que j'avais été conduit dans cette alcôve de service.
C'était la manifestation physique d'une douleur trop profonde pour être exprimée par des mots, trop complexe pour être simplement catégorisée. Je ne pouvais pas parler. Alors je secouai la tête et lui adressai un sourire larmoyant et reconnaissant. Il acquiesça, me serra doucement le bras et disparut dans la cuisine. Les mots me manquèrent à cet instant, non pas que je ne sache quoi dire, mais parce que tout ce que j'aurais pu exprimer aurait été insuffisant pour exprimer le tourbillon complexe d'émotions que sa gentillesse avait déclenché. La gratitude que je ressentais était mêlée de chagrin, la reconnaissance mêlée de colère, le soulagement d'être vu ombragé par la conscience renouvelée d'avoir été totalement effacé du récit de ma fille. Alors je lui offris ce que je pouvais, un sourire qui reconnaissait son humanité comme il avait reconnu la mienne, une communication silencieuse de reconnaissance mutuelle par-delà les barrières artificielles de l'âge, du rôle et des circonstances. Ce petit geste fut l'étincelle. Une lueur d'espoir dans l'obscurité profonde de mon désespoir. Ce garçon, sans lien avec moi, vit l'injustice. Il me vit. Et à cet instant, le chagrin qui m'avait submergé commença à se dissiper, remplacé par quelque chose d'autre, de dur, de froid et de clair. Le simple geste de gentillesse du jeune serveur avait fait plus que soulager momentanément mon inconfort physique. Il avait déclenché un profond changement psychologique, une réévaluation de ma réaction émotionnelle à la situation. Sa reconnaissance du caractère erroné de ma position, son instinct pour y remédier par tous les moyens possibles, constituaient une validation externe de ce que je ressentais, mais que je ne m'étais pas pleinement autorisé à reconnaître. Ce qui m'arrivait n'était pas seulement personnellement douloureux, mais objectivement injuste. C'était de la colère, une fureur vertueuse, dure comme le diamant. Ils ne m'avaient pas simplement oublié. Ils m'avaient délibérément caché. Ils avaient pris mon argent, fondement même de cette opulence, puis avaient tenté de m'enterrer, moi et mes racines jamaïcaines, derrière les portes de la cuisine, de peur que je ternisse leur image parfaitement soignée. Mon amour, mon sacrifice, mon identité même, les embarrassaient. La colère qui montait en moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, ni à cette soudaine irritation qui va et vient, ni à cette vague d'indignation momentanée qui s'éteint d'elle-même. C'était quelque chose de tout à fait différent. Une fureur froide et soutenue qui semblait cristalliser mon sang, qui aiguisait mes sens au lieu de les obscurcir. C'était juste au sens biblique du terme une indignation morale face à une injustice fondamentale, à la violation de la loi naturelle. Une pensée, claire et puissante, m'est venue à l'esprit. Ils pensaient m'avoir enterré. Ils ignoraient que j'étais une graine. La métaphore m'est venue spontanément, jaillissant d'une profonde sagesse ancestrale. Elle résonnait avec une clarté parfaite, saisissant à la fois ce qui m'avait été fait et ce qui allait suivre. Ils avaient bel et bien tenté de m'enterrer et de me soustraire à la vue, de m'enfoncer dans un lieu d'obscurité et de confinement, de me recouvrir du sol de la honte et de l'exclusion. Mais ce faisant, ils avaient involontairement créé les conditions précises nécessaires à la germination, à la croissance, à la transformation. Les graines ont besoin de l'obscurité avant d'atteindre la lumière. Elles ont besoin de la pression de la terre au-dessus d'elles pour développer la force de s'élever. Ma colonne vertébrale se redressa. La fatigue dans mes os fit place à une vague de détermination pure et sans faille. J'étais Augusta Blackwood. J'avais survécu aux épreuves et aux chagrins. J'avais bâti une vie de dignité et de principe. Je ne serais pas effacée. La transformation physique qui accompagna ce changement psychologique fut immédiate et profonde. La fatigue qui s'était installée dans mon corps pendant des heures passées assise dans ce fauteuil inconfortable sembla s'évaporer, remplacée par une énergie étrange et vibrante qui redressa ma colonne vertébrale et aplanit mes épaules. Je me sentis soudain, intensément présente dans mon corps comme je ne l'avais pas ressenti depuis des heures, consciente de chaque muscle, de chaque os, de chaque respiration. Le léger tremblement qui s'était développé dans mes mains dû à l'émotion ou à un simple inconfort physique disparut complètement. Et mon regard, désormais perçant et concentré, parcourut la salle du regard. J'aperçus le livre d'or près de l'entrée principale, devant lequel j'étais passé en entrant. Je me souvenais avoir vu une petite pile de cartes de visite à côté. Celle du photographe. Marcus Vance. Avec cette lucidité retrouvée, je commençais à remarquer des détails qui m'avaient échappé dans mon brouillard de choc et d'incrédulité. La cuisine, qui semblait un chaos de mouvements et de bruit, se révélait maintenant un espace aux motifs complexes et aux informations significatives. J'observais le rythme du service, la hiérarchie au sein du personnel, la fluidité de la communication entre le chef exécutif qui donnait les commandes et les cuisiniers qui les exécutaient. J'observais quels serveurs semblaient les plus pressés, lesquels se déplaçaient avec assurance, lesquels semblaient détenir une certaine autorité. Mon esprit, autrefois obscurci par la douleur,
était désormais une machine à la logique froide et limpide. Un plan, brillant et dévastateur dans sa simplicité, commençait à prendre forme. Ils avaient utilisé leur argent et leur statut pour m'humilier. J'allais utiliser mes propres ressources, mon intelligence pour me réapproprier mon histoire. La transformation de ma pensée fut remarquable. De la dévastation émotionnelle de la trahison, je suis passé à l'analyse froide et stratégique de quelqu'un qui reconnaît avoir subi un tort, mais refuse d'être défini comme une victime. Le plan qui commençait à se cristalliser n'était pas né d'un esprit de vengeance ou d'une vengeance mesquine. Il provenait de quelque chose de plus profond, de plus intègre. Un refus de laisser cette humiliation publique perdurer sans être contestée, une détermination à retrouver non seulement ma dignité, mais aussi le récit de ce qui s'était passé ici. Avec une force que je ne me connaissais pas, je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais ma détermination était ferme. La tête haute, je suis sorti du couloir de service et suis retourné dans le hall principal. J'ai ignoré les regards étonnés des quelques invités qui s'attardaient. Je me suis dirigé directement vers la table du livre d'or, et ils étaient là, une pile bien rangée de cartes noires ornées d'élégantes lettres argentées. Marcus Vance Photographie. Le simple fait de me lever, de quitter physiquement le lieu d'exil qui m'avait été assigné, était en soi une déclaration d'indépendance. Après des heures d'attente docile, après avoir accepté ma place désignée près des poubelles, ce simple mouvement représentait un changement fondamental, de la personne passive qui subissait l'humiliation à celle qui participait activement à ma propre histoire. Mon corps a d'abord protesté, raide après des heures passées assis sur une chaise inconfortable, les genoux douloureux, le dos envoyant des signaux aigus de mécontentement. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé à la douleur psychique que j'avais endurée, et je l'ai traversée avec le stoïcisme pratiqué d'une femme qui avait accouché sans médicaments, qui avait enterré un mari tout en entretenant un foyer, qui avait travaillé malgré des migraines et des fièvres parce que ses étudiants avaient besoin d'elle. J'en ai pris une, mes doigts se sont refermés sur les bords nets et nets de la carte. C'était comme une arme. Comme une clé. La tenant dans ma paume, je me suis retournée et j'ai franchi les portes majestueuses du manoir Stanton, laissant derrière moi la fête parfaite de ma fille sans un regard en arrière. Je n'étais plus une victime. J'étais un client, et j'allais commander la performance de ma vie. Au moment où mes doigts se sont refermés sur ce petit rectangle noir de papier cartonné de haute qualité, j'ai ressenti un changement de rapport de force si profond qu'il en était presque physique. Ce n'était plus une simple carte de visite, c'était un talisman, un symbole du contrôle que je reprenais sur mon propre récit. Marcus Vance, quel qu'il soit, possédait quelque chose d'inestimable dans cette situation. Le pouvoir de créer le témoignage visuel officiel de cette journée, de déterminer ce qui serait préservé et ce qui serait oublié, de façonner la mémoire de cet événement longtemps après que les fleurs se seraient fanées et que le champagne se serait évaporé. Le lendemain du mariage, la ville d'Atlanta paraissait différente. L'éclat stérile des gratte-ciel ne me semblait plus intimidant. Elle ressemblait à une arène, un lieu de commerce et de contrat, un lieu où le pouvoir pouvait être exercé par quiconque avait les moyens nécessaires et un objectif clair. Je me suis réveillé tôt, comme j'en avais l'habitude depuis mes années d'enseignement, où la préparation des cours avant l'aube était devenue un rituel sacré. La chambre d'hôtel baignait dans la lumière dorée d'un lever de soleil d'Atlanta, la ville devant ma fenêtre s'animant de l'énergie déterminée d'un lundi matin. En faisant mes ablutions matinales, me laver le visage à l'eau fraîche, me brosser les dents, appliquer une fine couche de crème, j'observais mon reflet avec un regard neuf. La femme qui me regardait dans le miroir de la salle de bain avait changé, subtilement mais significativement, par rapport à celle qui était arrivée dans cette ville 2 jours plus tôt. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel tranquille, la carte de visite du photographe posée sur le bureau ciré, à côté du téléphone. Le temps des larmes était révolu. Le temps du deuil était révolu. Place aux affaires. J'ai posé la carte sur le bureau et l'ai étudiée, absorbant chaque détail de son design, la qualité du papier, la nuance argentée précise du lettrage, l'espacement précis du texte. Marcus Vance Photographie, proclamait-elle dans une élégante police à empattement, suivie de ses coordonnées et d'une adresse web. La carte elle-même racontait l'histoire de son propriétaire, quelqu'un qui privilégiait l'esthétique classique au design tendance, qui investissait dans des matériaux de qualité, qui comprenait que la simplicité communique souvent plus efficacement que la complexité. Je n'ai pas appelé Marcus Vance en état de détresse émotionnelle. Je ne l'ai pas appelé en tant que mère lésée en quête de compassion. J'ai attendu jusqu'à 10 heures précises, un moment de travail, et non de crise personnelle. J'ai pris une grande inspiration, me suis recentré et j'ai composé le numéro, canalisant toute l'autorité dont j'avais fait preuve pendant des décennies en tant qu'enseignante. Je n'étais pas une victime.
J'étais une mécène sur le point de faire une proposition très lucrative. La décision d'attendre 10 heures était délibérée, suffisamment tôt pour rencontrer un professionnel à ses heures de pointe, suffisamment tard pour permettre d'accomplir les routines matinales. Il s'agissait d'un appel professionnel, et non d'une demande émotionnelle, et je l'aborderai avec la même réflexion stratégique que j'avais appliquée aux réunions parents-professeurs ou aux réunions avec les administrateurs scolaires tout au long de ma carrière. Une voix d'homme, professionnelle et légèrement lasse, répondit à la deuxième sonnerie. Marcus Vance Photographie. Sa voix était un baryton agréable, avec des traces d'accent du Midwest, des voyelles plates, des consonnes nettes, une certaine franchise qui contrastait avec les cadences plus mélodiques du parler du Sud. Il ne semblait ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé, peut-être la quarantaine, je suppose, et une note de fatigue contrôlée dans sa voix suggérait qu'il avait peut-être passé une nuit tardive à ranger son matériel après le mariage, suivi d'une matinée consacrée au téléchargement et à la sauvegarde de fichiers. « Bonjour, monsieur Vance », commençai-je d'une voix calme, posée et imprégnée d'une cadence jamaïcaine formelle qui ne souffrait aucune objection. « Je m'appelle Augusta Blackwood. Je suis la mère de la mariée du mariage Croft-Williams d'hier soir. » Je choisissais mes mots avec précision, énonçant les faits sans coloration émotionnelle. J'étais Augusta Blackwood, ni une mère lésée, ni une invitée humiliée, mais simplement moi-même, une femme avec une identité et un lien spécifique à l'événement en question. Mon accent jamaïcain, que j'avais passé des décennies à adoucir pour les oreilles américaines lorsque c'était nécessaire, je le laissais désormais couler naturellement, embrassant plutôt qu'occultant les cadences musicales qui me marquaient comme une personne venue d'ailleurs. Il y eut un léger silence. Je l'imaginais essayant de me situer, imaginant peut-être l'une des femmes bien habillées des premiers rangs. « Bien sûr, Madame Blackwood. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. » Sa réponse fut polie, professionnelle, évasive, exactement ce qu'on attendrait de quelqu'un dont l'activité dépendait du maintien de relations positives avec ses clients. Rien dans son ton ne laissait présager qu'il reconnaissait quoi que ce soit d'inhabituel dans ma situation. Rien n'indiquait qu'il avait remarqué mon absence remarquée lors des cérémonies. Soit il faisait preuve d'une obtusité diplomatique, soit plus probablement dans le chaos contrôlé d'un tournage de mariage grandiose et sophistiqué, il n'avait tout simplement pas enregistré l'absence de la mère de la mariée. « Votre travail est très impressionnant, monsieur Vance, » continuai-je, ignorant sa plaisanterie. « Tellement impressionnant, en fait, que j'aimerais vous confier un projet artistique privé distinct. Il s'agirait d'un nouveau contrat, totalement indépendant de celui que vous avez avec ma fille et son mari. » Je passai directement à l'objet de ma visite, contournant les politesses qui auraient pu m'entraîner dans des explications gênantes ou des révélations émotionnelles. Je ne souhaitais pas corriger son malentendu quant à mon « plaisir » de la soirée, ni me positionner comme une victime en quête de compassion. Au lieu de cela, je formulai ma proposition en termes purement professionnels. Un artiste reconnaissant le talent d'un autre et cherchant à exploiter ce talent dans un but précis. La lassitude dans sa voix a été remplacée par une lueur d'intérêt professionnel. « Oh, je suis flattée, Madame Blackwood. Que aviez-vous en tête ?» Le changement de ton était subtil mais significatif. De la courtoisie automatique d'un vendeur répondant à un proche d'un client, il a remplacé l'attention attentive d'un professionnel envisageant une nouvelle opportunité. J'avais réussi à piquer son intérêt, à me positionner non pas comme un parent problématique, mais comme une source potentielle de revenus. C'était la première petite victoire dans ce que je prévoyais être une négociation complexe. Sa question, « Que aviez-vous en tête ?» a ouvert la porte dont j'avais besoin, m'invitant à présenter ma proposition selon mes propres termes. C'était le moment crucial. J'ai présenté ma proposition avec la précision d'un avocat. Je souhaite commander une galerie d'images en ligne pour le mariage, une sélection d'images soigneusement sélectionnées, à héberger sur votre site web et à mettre en ligne immédiatement. Je comprends qu'il s'agit d'un service supplémentaire et je suis prêt à vous rémunérer en conséquence. Je suis prêt à vous payer 5 fois votre tarif initial pour la totalité du mariage. Ma proposition a été élaborée avec une attention particulière portée à ce qui était dit et à ce qui n'était pas dit. Je ne demandais rien qui violerait explicitement son contrat existant, ni l'intégralité des images haute résolution, ni les droits exclusifs sur les photographies, ni même des tirages physiques. Je proposais plutôt quelque chose qui semblait tout à fait raisonnable. Une galerie d'images en ligne, un service standard que de nombreux photographes proposent à leurs clients désireux d'avoir un aperçu rapide de leur grand jour avant que la collection complète ne soit prête. Un silence stupéfait m'a accueilli à l'autre bout du fil. J'entendais presque les calculs s'enchaîner dans sa tête. 5 fois son salaire pour ce qui semblait être quelques heures de travail à créer une galerie web.
C'était une somme qui changeait la vie d'un artiste indépendant. Le silence qui a suivi ma proposition était éloquent par sa longueur et sa qualité. Ce n'était pas la brève pause de quelqu'un qui réfléchit à une demande standard, mais le silence prolongé de quelqu'un dont tout le cadre mental a été soudainement réajusté. J'ai attendu, laissant le silence faire son œuvre, résistant à l'envie de le remplir d'explications ou de justifications. C'était une tactique de négociation que j'avais apprise au fil des décennies de réunions parents-professeurs. Le pouvoir du silence patient, la façon dont il suscite souvent des réactions plus significatives que des mots supplémentaires. 5 fois le montant des honoraires, répéta-t-il d'une voix désormais aiguë et concentrée. Madame Blackwood, c'est une offre incroyablement généreuse. Mais mon contrat est avec le couple. Ils détiennent les droits sur les images. Sa réponse trahissait à la fois intérêt et prudence, la réaction naturelle d'un professionnel qui saisit une opportunité extraordinaire tout en étant conscient de ses obligations. La répétition du montant des honoraires confirmait que c'était bien l'argument central qui avait retenu son attention, le facteur qui rendait ma proposition impossible à rejeter d'emblée. Pourtant, son orientation immédiate vers des considérations contractuelles suggérait une personne dotée d'une solide éthique professionnelle, quelqu'un qui ne faisait pas automatiquement passer le gain financier avant tout autre facteur. « Je ne vous demande pas de violer votre contrat, monsieur Vance, dis-je d'un ton affirmatif. Je suis sûr que votre contrat stipule un délai de livraison pour les images finales en haute résolution, 6 semaines ? 8. Vous le respecterez, bien sûr. Envoyez leur clé USB de photos par courrier, conformément à votre contrat. Ma commande porte sur un produit distinct, une galerie d'aperçus en ligne protégée par mot de passe. Un aperçu. En tant que client de cette nouvelle commande, j'aurai naturellement un contrôle créatif total sur son contenu. J'ai présenté ma réponse avec l'assurance sereine de quelqu'un qui comprend la lettre et l'esprit des obligations contractuelles, qui respecte les limites professionnelles tout en y identifiant les ouvertures légitimes. La distinction que j'ai établie entre les images finales en haute résolution, qui appartiendraient effectivement au couple, et la galerie d'aperçus en ligne, que je proposais comme produit distinct dans le cadre d'une commande distincte, était juridiquement défendable, quoique éthiquement discutable, un exemple classique de respect de la lettre d'un accord tout en violant potentiellement l'esprit. J'ai laissé la logique s'imposer. Je lui proposais un moyen de gagner une somme d'argent considérable sans rompre son contrat principal. J'exploitais une faille avec la précision chirurgicale d'une femme d'affaires chevronnée. Il ne cachait pas les photos au couple. Il remplissait simplement un second contrat, bien plus lucratif, avant tout. Un autre silence stratégique a suivi mon explication, celui-ci destiné à donner à Marcus Vance le temps d'assimiler la solution élégante que j'avais présentée à son dilemme éthique. Je lui avais offert non seulement une incitation financière, mais aussi une justification intellectuelle, un cadre qui lui permettrait d'accepter ma proposition tout en préservant son intégrité professionnelle, du moins sur le plan technique. La distinction entre honorer techniquement un contrat et en violer l'esprit est une distinction que les professionnels de nombreux secteurs reconnaissent et exploitent parfois, notamment lorsque des incitations financières importantes sont en jeu. Je vois, dit-il lentement, l'intelligence et l'audace du plan lui apparaissant de plus en plus. Et quelles images souhaiteriez-vous voir figurer dans cette galerie d'aperçus ? Sa réponse était à la fois acceptation et curiosité, le ton de quelqu'un qui passe de l'acceptation d'une proposition à la réflexion sur sa mise en œuvre. La légère hésitation avant « voyez » suggérait le moment de la reconnaissance, le moment où il saisit pleinement les implications de ma proposition. Sa question suivante sur le contenu de la galerie indiquait qu'il réfléchissait désormais à la mise en œuvre concrète, à ce que j'attendais précisément de lui. C'était un autre moment crucial. Je devais être suffisamment clair sur mes intentions pour obtenir sa coopération, mais suffisamment vague pour qu'il ne soit pas effrayé par l'ampleur de mes intentions. Ceci m'amène à la deuxième partie de ma commande, dis-je. Je devrais vous engager pour une séance photo privée supplémentaire cet après-midi, si vous êtes disponible au Stanton Grand Manor. Je m'arrangerai avec le lieu. Je serai le sujet de la séance photo. J'ai présenté cet élément crucial de mon plan non pas comme une demande distincte, mais comme une partie intégrante de la commande que j'avais déjà proposée, une extension naturelle du travail dont nous discutions plutôt qu'une proposition nouvelle et potentiellement problématique. Le moment choisi, cet après-midi, traduisait à la fois l'urgence et le sérieux de l'objectif. Je n'envisageais pas vaguement ce projet pour une date ultérieure. J'étais prêt à le réaliser immédiatement, témoignant ainsi de mon engagement et de l'importance que j'accordais à ce travail. Il y eut un autre long silence. Cette fois, il n'était pas empreint de calcul, mais d'une compréhension naissante. Je savais qu'il m'avait vu. Un photographe de son calibre,
Son métier est de tout voir, d'observer silencieusement l'événement dans son intégralité. Il aurait remarqué l'étrange femme solitaire, vêtue d'une robe raffinée, cachée près des portes de la cuisine. Il ne l'avait peut-être pas compris sur le moment, mais il le comprendrait maintenant. Ce silence avait une autre nature que les précédents, plus profond, plus réfléchi, teinté de quelque chose qui aurait pu être de l'empathie ou la reconnaissance artistique d'un récit puissant. Je n'avais délibérément pas expliqué ma situation, je n'avais pas mentionné l'alcôve de la cuisine, les poubelles ou les calculs cruels de ma fille. Je ne m'étais pas présentée comme une victime en quête de justice ou une mère qui soigne ses sentiments blessés. Madame Blackwood, dit-il, et pour la première fois, une note de respect sincère, d'admiration, transparaissait dans sa voix. Je suis disponible cet après-midi. Envoyez-moi les détails. Sa réponse fut simple mais révélatrice, les mots eux-mêmes étant moins significatifs que le ton sur lequel ils furent prononcés. L'adresse formelle, Madame Blackwood, avait un poids nouveau, traduisant non seulement une courtoisie professionnelle, mais aussi une reconnaissance personnelle. Le respect dans sa voix suggérait qu'il avait bel et bien établi les liens que je recherchais, qu'il avait suffisamment entrevu l'histoire sous-jacente pour être non seulement motivé financièrement, mais aussi personnellement investi. Je vous virerai le paiement intégral de la commission dans l'heure, ai-je dit. Merci pour votre temps, monsieur Vance. J'ai conclu la conversation avec la même efficacité professionnelle qu'au début, soulignant par le fond et le ton qu'il s'agissait d'un arrangement professionnel plutôt que d'un appel émotionnel. La promesse d'un paiement immédiat, dans l'heure, a renforcé à la fois mon sérieux et mes capacités financières. Elle a également établi un calendrier précis pour notre accord, créant une dynamique qui rendrait plus difficile pour nous deux de revenir sur notre décision. J'ai raccroché, le cœur battant à un rythme régulier et triomphant. J'avais rassemblé mon armée. C'était une armée d'un seul homme, un homme avec un appareil photo et une nouvelle motivation financière pour voir le monde à travers mes yeux. En raccrochant le combiné, j'ai été frappé par le contraste profond entre cet instant et l'endroit où je me trouvais quelques heures auparavant, assis près de poubelles dans un couloir de service, effacé du récit de ma fille, rendu invisible par son ambition et sa honte. J'avais alors amorcé un contre-mouvement, franchi le premier pas décisif vers la reconquête non seulement de ma dignité, mais aussi de ma place dans l'histoire. La forme que cette reconquête allait prendre était particulièrement appropriée. Amara et Julian avaient soigneusement chorégraphié chaque aspect visuel de leur mariage, avaient contrôlé ce qui était visible et ce qui restait caché, avaient créé un événement parfait en excluant stratégiquement les éléments qui ne correspondaient pas à leur récit ambitieux. J'ai ensuite appelé la banque pour autoriser le virement, puis le responsable des événements du Stanton Grand Manor. J'ai expliqué que j'étais le bienfaiteur qui avait payé la salle et que j'avais oublié un objet personnel. J'avais besoin d'un accès de 30 minutes pour le récupérer, et que je ferais appel à un photographe pour documenter l'événement à des fins d'assurance. Le mensonge était simple et crédible, l'accès m'a été accordé, mais mon travail n'était pas encore terminé. Après avoir trouvé le photographe, il me fallait maintenant organiser l'accès à la salle, la scène sur laquelle ce contre-récit visuel allait être créé. L'appel à la banque a été simple. Une simple autorisation de virement de mon compte vers celui que Marcus Vance m'avait fourni par SMS peu après notre appel. Le montant était conséquent, 5 fois le montant considérable que je savais qu'Amara et Julian avaient payé pour leur photo de mariage, mais j'ai exécuté la transaction sans hésiter. Avant de quitter l'hôtel, je me suis assis à mon bureau, j'ai sorti une feuille de papier à lettres de l'hôtel et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre. C'était une facture adressée à M et Madame Julian Croft. Avec une précision glaciale et claire, j'ai détaillé une seule dépense, la location de la salle du Stanton Grand Manor. À côté, j'ai inscrit la somme exorbitante que j'avais payée. Ce dernier élément de mon plan est né de la même détermination lucide qui avait guidé mon appel à Marcus Vance, mais il portait une charge émotionnelle différente. La facture ne représentait pas seulement un bilan financier, mais aussi moral, une preuve formelle de ce qui avait été donné et de ce qui avait été reçu en retour. En écrivant le montant, la somme exacte que j'avais retirée de ma coopérative de crédit à Port Antonio, transformant une vie d'économie méticuleuse en fondation pour la journée parfaite de ma fille, j'ai été submergé par un tourbillon d'émotions complexes. En bas, j'ai écrit « Un cadeau est soumis à l'acceptation gracieuse du destinataire. N'ayant pas été traité comme un invité, mais comme un paria, le cadeau est par la présente annulé. Ce montant est désormais considéré comme une dette, payable en totalité sous 30 jours. » J'ai scellé le tout dans une enveloppe et l'ai envoyé par courrier recommandé au domicile de ma fille. La mention ajoutée à la facture était peut-être l'élément le plus important de tout le document. Une articulation claire des principes qui avaient toujours guidé ma compréhension de la générosité,
mais qui n'avait jamais nécessité d'explicitation auparavant. Le langage était formel, presque juridique par sa précision, mais sous ces mots soigneusement choisis se cachait une profonde vérité émotionnelle. Les cadeaux ne sont pas de simples transactions financières, mais des expressions de relations. Ils comportent des attentes implicites de respect réciproque, voire de valeur réciproque. L'humiliation sociale était en cours. Le bilan financier venait de commencer. Après avoir mis en place ces éléments, la séance photocommandée, la galerie d'avant-première prévue, la facture officielle, j'éprouvais un étrange sentiment de détachement, comme si j'observais le déroulement des événements avec une légère distance plutôt que de les orchestrations. Ce n'était pas la satisfaction brûlante de la vengeance, mais la conscience plus calme et mesurée d'une justice méthodiquement appliquée. Ce que j'avais initié ne visait pas principalement à blesser Amara et Julian, même si je savais que cela en résulterait inévitablement. Il s'agissait d'établir les conséquences de mes choix, d'insister sur un respect élémentaire qui m'avait été refusé, de refuser de participer à mon propre effacement. Cet après-midi-là, je suis retourné sur les lieux de mon humiliation. Le Stanton Grand Manor était silencieux, ces vastes pièces vides résonnant des fantômes de la célébration de la veille. L'air ne sentait plus la rose et le champagne, mais le cirage au citron et une légère odeur persistante de nettoyant industriel. C'était une scène après la fin de la pièce, l'illusion dissipée, révélant la structure froide et dure en dessous. Ce retour au Stanton Grand Manor moins de 24 heures après l'avoir quitté dans une humiliation solitaire était porteur d'un symbolisme puissant qui ne m'a pas échappé. La transformation de l'espace était saisissante, de la ruche animée qu'il avait été pendant le mariage à cette coquille vide et résonnante. Sans les fleurs, la musique, les belles personnes en tenue de soirée, le lieu se révélait tel qu'il était réellement. Une structure physique conçue pour accueillir des illusions temporaires, une toile vierge sur laquelle les clients projetaient leurs aspirations et leurs fantasmes. J'ai rencontré Marcus Vance dans le grand hall. Il était vêtu de noir, ses appareils photo dans un sac robuste en bandoulière. Il m'a regardé, son expression mêlant curiosité professionnelle et profonde compréhension tacite. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement du respect. Il est arrivé précisément à l'heure convenue, ni en avance ni en retard, la ponctualité d'un professionnel qui valorise son temps et celui de ses clients. Son apparence était conforme à ce que j'avais imaginé à sa voix. Un homme d'une quarantaine d'années, avec le regard légèrement buriné de quelqu'un qui passe beaucoup de temps à observer le monde plutôt qu'à y participer. Il était grand, avec une silhouette longiligne qui suggérait l'endurance plutôt que la puissance, et ses mains, comme je l'avais prédit, témoignaient de la combinaison distinctive de force et de dextérité qu'exigeait sa profession. « Madame Blackwood », dit-il d'un hochement de tête. « Montrez la voie. » Son salut était minimaliste, centré sur la tâche à accomplir plutôt que sur les politesses d'usage ou les conversations inutiles. Il n'y eut aucune mention des circonstances inhabituelles de notre arrangement, aucune allusion au mariage de la veille, aucune question sur ma relation avec les mariés. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'une concentration professionnelle, la compréhension que notre temps était limité, notre objectif précis, notre relation définie par le travail que nous étions venus créer plutôt que par des liens personnels. Cette invitation à « montrer la voie » était significative par son subtil transfert d'autorité. Il reconnaissait que, s'il était l'expert technique en photographie, j'étais l'auteur de ce récit particulier, celui qui savait ce qu'il fallait capturer et pourquoi. Je le conduisis dans le long couloir silencieux, d'un pas assuré et régulier. Nous arrivâmes à l'alcôve de service. L'unique chaise était toujours là, sentinelle solitaire. Les poubelles en inox rutilantes avaient été vidées, mais elles demeuraient les témoins silencieux de ma honte. Reprenant le chemin emprunté la veille, j'avançais avec une énergie bien différente, non pas l'obéissance confuse de quelqu'un qui suit les indications d'autrui, mais la démarche déterminée de quelqu'un qui sait exactement où il va et pourquoi. Le couloir semblait différent dans la douce lumière de l'après-midi, son caractère utilitaire plus apparent sans le contraste des sons de célébration filtrant depuis la salle de bal. En approchant de l'alcôve de service, je ressentis une contraction momentanée dans ma poitrine, une réaction physique au retour sur le lieu de cette profonde humiliation. Mais cette réaction passa rapidement, remplacée par une calme détermination à transformer cet espace par un acte de documentation délibéré. « C'est ici », dis-je d'une voix égale. La simplicité de ma déclaration dissimulait sa charge émotionnelle. Je n'avais pas besoin d'expliquer davantage, ni de raconter ce qui s'était passé ici ni pourquoi c'était important. Les preuves matérielles parlaient d'elles-mêmes, la chaise solitaire, positionnée non pas pour le confort ou l'inclusion, mais pour contenir et dissimuler, la proximité des poubelles illustrant ce qui était implicite dans les arrangements de ma fille, que j'étais quelque chose à cacher, quelque chose de disgracieux,
quelque chose qui risquait de ternir l'image parfaite qu'elle construisait si soigneusement. Marcus Vance observa la scène, puis moi, une évaluation brève mais complète qui prenait en compte à la fois l'agencement physique et ses implications humaines. Il hocha la tête, un geste qui témoignait à la fois de sa compréhension et de son acceptation de la tâche qui l'attendait. Pendant l'heure qui a suivi, Marcus Vance a travaillé avec l'intensité concentrée d'un véritable artiste. Je ne lui avais donné qu'une seule consigne. Je veux que vous capturiez la vérité de ce lieu, la solitude, le manque de respect, la dignité qui refuse de s'éteindre. Mes instructions à Marcus étaient volontairement larges, fournissant des orientations conceptuelles plutôt que des instructions techniques précises. Je m'adressais à lui non pas en tant que prestataire technique, mais en tant que collaborateur créatif, conscient que sa vision artistique et son expertise professionnelle apporteraient à ce document des dimensions que je ne pouvais ni anticiper ni dicter précisément. Le langage que j'ai choisi était significatif. Je ne lui demandais pas de « montrer comment j'ai été maltraité » ou de « documenter mon humiliation », mais plutôt de « capturer la vérité » de ce qui s'était passé ici. Il comprenait parfaitement. Il ne se contentait pas de prendre des photos. Il sculptait avec la lumière et l'ombre. Il m'a fait asseoir sur la chaise, le dos droit, les mains jointes sur les genoux, l'expression sereine. Il a photographié en contre-plongée, faisant surgir les bagues de restauration telles de sinistres tours d'acier. Il a filmé à travers l'entrebâillement des portes battantes, capturant ma silhouette solitaire encadrée par l'obscurité de la cuisine. Il a fait des gros plans de l'élégante dentelle de ma robe sur le métal froid et dur de la poubelle. Il a pris des centaines de photos, chacune étant une mise en accusation silencieuse et puissante. La minutie et la créativité avec lesquelles Marcus a abordé ce projet ont révélé à la fois sa maîtrise technique et son engagement sincère envers le cadre conceptuel que je lui avais fourni. Il a travaillé méthodiquement, mais avec une inspiration artistique évidente, employant diverses techniques pour saisir non seulement la réalité physique de l'espace, mais aussi ses dimensions émotionnelles et symboliques. Dans une série, il m'a fait regarder directement l'objectif. Je n'avais pas l'air triste. Je n'avais pas l'air en colère. J'ai canalisé la force collective de chaque femme de Blackwood qui m'avait précédée, de chaque femme qui avait affronté le manque de respect avec une grâce inébranlable. J'avais une allure royale. J'avais l'air provocante. J'avais l'air inébranlable. Cette série de photographies était peut-être la plus puissante de toute la séance. Une confrontation directe entre le sujet et le spectateur, sans distance artistique ni complexité de composition. Lorsque Marcus a suggéré cette approche, en plaçant son appareil photo directement devant moi et en me demandant de regarder l'objectif sans affect ni performance, j'ai compris instinctivement ce qu'il cherchait à capturer. Il ne s'agissait pas de documenter la victimisation, mais d'enregistrer la résilience, non pas de mettre en valeur les blessures, mais de manifester la puissance. À cet instant, assis sur mon trône de honte, je ne m'étais jamais senti aussi puissant. Il y avait un profond paradoxe dans cette expérience. En retournant sur le lieu physique de ma plus grande humiliation, en reconstituant délibérément ma position dans cet espace, je découvrais non pas une honte renouvelée, mais un pouvoir sans précédent. La chaise pliante qui m'avait été assignée comme lieu d'exil devint, par l'alchimie de l'intention et de la documentation, un siège d'un tout autre genre. Non pas un trône au sens conventionnel du terme, synonyme de luxe et de privilège, mais un siège d'autorité, un lieu d'où la vérité pouvait être dite, d'où la dignité pouvait être reconquise. L'inconfort physique d'être assis sur cette chaise, son soutien inadéquat, sa conception utilitaire demeurait inchangée, mais mon rapport à cet inconfort avait été complètement transformé. Une fois terminé, Marcus baissa son appareil photo. « J'ai ce qu'il nous faut », dit-il d'une voix douce. « La galerie sera ouverte demain matin. » Sa déclaration était simple, mais empreinte d'une assurance professionnelle. Elle confirmait qu'il avait capturé non seulement des photos, mais l'essence même de ce que je lui avais demandé de documenter, qu'il avait réussi à traduire en réalité visuelle le cadre conceptuel que je lui avais fourni. Sa voix basse n'était pas une forme de dénigrement, mais du respect. Une reconnaissance de la gravité de ce que nous avions créé ensemble, de la puissante vérité documentée dans cette humble alcôve. Le délai qu'il nous avait donné, d'ici demain matin, témoignait d'un engagement extraordinaire en faveur d'un traitement et d'une publication rapide, une priorité accordée à ce projet par rapport à ce qui devait être d'autres obligations professionnelles. 2 semaines passèrent. C'était le calme avant la tempête. Je retrouvais ma vie tranquille à Port-Antonio, mon jardin et la brise marine. J'attendais. Je savais qu'Amara et Julian étaient en lune de miel aux Maldives, publiant sur les réseaux sociaux des photos glamour et ensoleillées à la vue de tous leurs amis. Ils étaient parfaitement blottis dans leur univers parfait, inconscients qu'on allait leur voler leur histoire.
Les jours qui suivirent mon retour en Jamaïque se passèrent dans un étrange mélange de routine ordinaire et d'impatience extraordinaire. Je repris le rythme de ma vie insulaire, cultiver mon jardin dans la fraîcheur matinale, préparer des repas simples avec les fruits et légumes que je cultivais moi-même, saluer les voisins qui passaient devant ma porte pour m'accueillir et s'enquérir de mon voyage. Aux yeux de tous, j'apparaissais inchangée, la même Augusta Blackwood qui était partie 2 semaines plus tôt, peut-être un peu plus posée, un peu plus réfléchie, mais fondamentalement la même enseignante digne qu'il connaissait depuis des décennies. Le courriel est arrivé dans ma boîte mail un mardi matin. Il provenait de Marcus et avait pour objet « Galerie en ligne ». Il contenait un simple lien protégé par un mot de passe. Je consultais mes mails avec obsession depuis mon retour en Jamaïque, consciente qu'à tout moment la notification pouvait arriver, annonçant que le plan minutieusement mis en place à Atlanta allait porter ses fruits. Lorsque le message est enfin apparu, simple et direct, dans ma boîte mail, j'ai ressenti un curieux mélange de satisfaction et d'appréhension. C'était le moment où l'humiliation privée allait devenir publique, où le récit si soigneusement construit par ma fille et son nouveau mari allait être bouleversé par une vérité alternative. J'ai cliqué sur le lien, saisi le mot de passe fourni par Marcus et regardé la galerie se charger sur mon écran. Les images étaient encore plus puissantes que je ne l'avais imaginé. Des photographies saisissantes et magnifiquement composées qui racontaient mon exil avec une clarté sans faille. L'appel frénétique et hystérique de ma fille est arrivé ce soir-là, alors que j'arrosais mes orchidées. Le son était si rauque, si chargé de rage et d'incrédulité que, l'espace d'un instant, je n'ai pas reconnu sa voix. J'avais anticipé cet appel, j'avais répété mentalement différentes versions de la conversation, je m'étais préparé à la colère d'Amara, à ses accusations, à ses exigences. Mais la réalité de sa voix dépouillée de son poli américain soigné, rauque de fureur et de panique me surprenait encore. Ce n'était pas la fille contrôlée et mesurée qui avait si soigneusement réussi à m'exclure de sa journée parfaite. C'était quelqu'un de défait, quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. J'éprouvais une étrange satisfaction à entendre cette version brute de ma fille, cette personne dont les émotions étaient trop puissantes pour être contenues par le vernis social qu'elle avait tant travaillé à perfectionner. « Maman » hurla-t-elle, d'une voix ténue et déformée à travers les milliers de kilomètres. « Que as-tu fait ? Que as-tu fait ?» La répétition de la question révélait à quel point elle avait été prise au dépourvu par mes actions, à quel point il lui était inconcevable que je puisse répondre à son humiliation autrement qu'en acceptant silencieusement. Dans son monde, les mères, surtout les mères immigrées, celles originaires de petites îles avec un accent et des valeurs traditionnelles, absorbaient le traitement que leurs enfants américanisés jugeaient approprié. Elle ne faisait pas de stratégie. Elle ne ripostait pas. Elle ne commandait certainement pas de reportages photographiques artistiques documentant les mauvais traitements subis et les distribuait à tous les membres de l'entourage de leurs enfants. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, attendant que le torrent de fureur initiale se calme. « Amara, ma chérie, de quoi parles-tu » ai-je demandé, ma voix calme et sereine au milieu de sa fureur. Je savais exactement de quoi elle parlait, bien sûr. Mais il y avait une force à la forcer à l'exprimer, à la forcer à nommer les actions précises qui avaient si profondément perturbé son récit parfait. Ce n'était pas de la cruauté, mais de la pédagogie, la technique d'enseignement que j'utilisais depuis des décennies pour guider mes élèves vers la compréhension. Je voulais qu'Amara s'entende expliquer ce qui s'était passé, qu'elle reconnaisse par ses propres mots l'ampleur de ce qui m'avait été fait et de ce que j'avais fait en réponse. Le contraste entre son état émotionnel frénétique et mon ton calme et mesuré était délibéré, une inversion de la dynamique de pouvoir qui caractérisait notre relation depuis trop longtemps. Les photos du mariage. Marcus nous a envoyé le lien vers la galerie d'aperçus. On l'a envoyé à tout le monde, aux parents de Julian, à tous nos amis. Sa voix se brisa dans un sanglot d'horreur pure et simple. C'est juste toi. Ce sont des centaines de photos de toi assis près des poubelles. Tu nous as ruinés. Tu nous as humiliés. La séquence d'événements qu'elle décrivait correspondait exactement à ce que j'avais anticipé en élaborant mon plan. Marcus Vance, suivant le protocole professionnel habituel, avait bel et bien envoyé un lien vers la galerie d'aperçus à ses clients officiels, Amara et Julian. Et eux, impatients de partager des aperçus de leur journée parfaite avec leurs proches, avaient diffusé ce lien sans en examiner le contenu au préalable. L'efficacité avec laquelle ils avaient diffusé leur propre humiliation n'était pas quelque chose que j'avais spécifiquement orchestré, mais c'était une conséquence prévisible de leurs habitudes sur les réseaux sociaux, de leur désir de contrôler le récit de leur mariage, de leur hypothèse que les photos reflèteraient l'image soigneusement élaborée qu'ils avaient travaillé si dur à présenter. Je laissai ces mots flotter dans l'air chaud jamaïcain. Vous a-t-elle humilié ?
répondis-je d'une voix aussi froide et claire que l'eau de la White River. Ma chère, j'ai simplement commandé une performance artistique, une réflexion sur les choix faits le jour de votre mariage. J'ai pensé qu'il était important d'en garder une trace permanente. Ma description des photographies comme « performance artistique » et « réflexion sur les choix » était soigneusement formulée pour recadrer ce qui s'était passé, non pas comme une vengeance ou un châtiment, mais comme une documentation, une expression artistique, une révélation de la vérité. La phrase « j'ai pensé qu'il était important d'en garder une trace permanente » avait un poids particulier, suggérant non pas une vengeance personnelle, mais un principe plus large de responsabilité. Ce n'étaient pas les mots d'une mère blessée qui s'en prend violemment, mais ceux d'une femme qui insistait sur le fait que les actes ont des conséquences, que la vérité mérite d'être reconnue, que la dignité exige d'être défendue. Mais pourquoi, balbutia-t-elle, sa colère se transformant en une confusion pathétique et désespérée. Ils sont horribles. Ils nous font passer pour des monstres. Son passage de la rage à la perplexité révéla à quel point elle était passée à côté de l'essentiel, à quel point elle avait complètement méconnu l'enjeu moral fondamental. Son inquiétude ne portait pas sur le caractère répréhensible de ce qu'elle m'avait fait subir, mais sur l'image que la documentation de ses actes laissait d'elle aux yeux des autres. Les photos étaient horribles, non pas parce qu'elles révélaient sa cruauté, mais parce qu'elles l'exposaient à des personnes dont l'opinion comptait pour elle. Je ressemblais à des monstres, non pas parce qu'ils m'avaient traité de façon monstrueuse, mais parce que des preuves visuelles de ce traitement circulaient désormais dans leur entourage. Sa détresse était entièrement autoréférentielle, centrée sur l'image plutôt que sur le fond, sur l'apparence plutôt que sur l'éthique. Vraiment ? Demandai-je doucement. Ou bien montre-t-il simplement la vérité ? Tu as acheté une belle scène, mon amour. Tu as payé pour une histoire parfaite, mais tu m'as écarté. Alors j'ai décidé d'écrire la mienne, l'histoire d'une mère qui a fait 1000 kilomètres pour assister au mariage de sa fille et qui s'est retrouvée assise avec les ordures. Ça a l'air très captivant. J'imagine que tes amis la trouvent mémorable. Ma réponse était mesurée, réfléchie, presque philosophique, un contraste saisissant avec son emportement émotionnel. Je ne niais pas ce que j'avais fait, mais je le contextualisais, le présentant comme une conséquence naturelle de ses propres choix. La métaphore des récits concurrents sont « histoire parfaite » contre la mienne soulignait l'enjeu fondamental. Qui contrôle l'histoire ? Quelle version de la réalité prévaut ? Que se passe-t-il lorsque la vérité soigneusement cachée éclate au grand jour ? Ma dernière observation sur la nature convaincante de cette histoire et son impact mémorable a été formulée sans malice évidente, mais comportait une pointe indéniable, la reconnaissance que dans le monde social qu'habitait Tamara et Julian, ce scandale ne serait pas vite oublié. Tu dois la retirer, pleura-t-elle. Appelle-le. Retire-la maintenant. Et qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Cette facture. Tu n'es pas sérieux. Sa demande révélait à quel point elle avait méconnu les dimensions pratiques et morales de ce qui s'était passé. Concrètement, elle semblait imaginer que les photos pourraient simplement être récupérées, que l'enregistrement numérique pourrait être effacé, que les informations circulant désormais parmi ses amis et sa famille pourraient être retirées d'une manière ou d'une autre. Moralement, elle croyait toujours avoir l'autorité de me donner des instructions, d'exiger mon obéissance, d'attendre que sa commodité et son confort priment sur ma dignité et mon pouvoir d'agir. La référence à la facture. Cette lettre ? Cette facture ? Suggérait qu'elle était bel et bien arrivée, qu'elle avait été ouverte, qu'elle avait créé le choc financier que j'espérais. Son incrédulité, « Tu n'es pas sérieux », révélait à quel point elle avait tenu mon soutien financier pour acquis, combien il lui était inconcevable que des dons puissent être assortis de conditions, que la générosité puisse dépendre du respect. « Ah, la facture », dis-je d'une voix douce mais ferme. « Je suis parfaitement sérieuse. Un cadeau exige de la gratitude. Il n'y a pas eu de gratitude, donc pas de cadeau, juste une dette. Cette galerie est mon article. La facture me regarde. Quant à vos photos de mariage, celles de votre premier baiser et de votre gâteau parfait, je suis sûre que Monsieur Vance les livrera exactement comme le stipule son contrat, un jour ou l'autre. Chaque phrase de ma réponse était un petit chef-d'œuvre de précision et de clarté. Je suis parfaitement sérieuse, démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un emportement émotionnel, mais d'une position réfléchie. Un cadeau exige de la gratitude, formulait un principe fondamental qui aurait dû être évident, mais qui méritait apparemment d'être explicité. La galerie est mon article. La facture me regarde, établissait une distinction claire entre les aspects esthétiques et financiers de ma réponse, tous deux sous mon contrôle plutôt que sous le sien.
Le commentaire final sur la livraison éventuelle des « vraies » photos de mariage était peut-être le coup de couteau le plus subtil, un rappel que même si ces images finiraient par arriver, les dommages causés par la galerie d'aperçus étaient immédiats et irréversibles. J'entendais Julien crier en arrière-plan. Sa voix était un rugissement furieux et impuissant. J'entendais les sanglots saccadés de ma fille. Ils avaient bâti leur monde sur mon sacrifice, puis m'avaient jugée indigne de m'y tenir. Ils m'avaient traitée de honteuse. Je venais de devenir une légende. Les sons qui filtraient à travers la ligne téléphonique racontaient leur propre histoire. Un mariage déjà sous pression, un couple confronté non seulement à l'humiliation publique mais aussi à la catastrophe financière, la façade contrôlée de sophistication et de succès s'effondrant sous la pression. Les cris de Julien en arrière-plan étaient particulièrement révélateurs. Le vernis de retenue gentleman qu'il avait présenté au mariage s'effritait maintenant pour révéler l'homme colérique et prétentieux qui se cachait en dessous. Les sanglots d'Amara suggéraient non seulement de la détresse, mais aussi de la peur, peut-être la peur des conséquences sociales, peut-être la peur de la ruine financière, peut-être la peur de ce que cette crise révélerait sur l'homme qu'elle avait épousé. Et sous mon calme apparent, je ressentais un mélange complexe d'émotions, la tristesse pour ce qui avait été perdu, pour la relation irrémédiablement endommagée, la satisfaction que justice ait été rendue, que la dignité ait été défendue, et oui, une certaine fierté dans l'efficacité de ma réponse, dans ma transformation de victime en architecte des conséquences. Je dois y aller, Amara, dis-je d'une voix douce et définitive. Mes orchidées ont besoin d'être entretenues. Cette conclusion était peut-être la plus puissante de toutes, non pas une déclaration théâtrale ni une condamnation amère, mais une affirmation simple et banale de ma propre vie, de mon attention portée à la beauté et à l'entretien de mon jardin. C'était la démonstration ultime que, si son monde s'effondrait autour d'elle, le mien était intact, centré, paisible. Les orchidées à soigner n'étaient pas de simples plantes, mais des métaphores des aspects délicats et beaux de la vie qui s'épanouissent grâce à une attention patiente, des aspects qu'Amara, dans sa quête incessante de statut et d'apparence, avait oublié de valoriser. En choisissant de clore la conversation sur ce détail domestique plutôt que sur la colère ou l'accusation, je faisais une déclaration finale sur ce qui compte vraiment, sur la différence entre une vie authentique et la performance, sur la paix qui naît de l'intégrité plutôt que de l'image. J'ai raccroché, la main parfaitement stable. Le château de cartes qu'ils avaient construit avec tant d'arrogance s'effondrait sur lui-même, emporté non par une tempête, mais par une série de photographies discrètes et magnifiquement composées et une unique facture juridiquement contraignante. Dans l'écosystème social raréfié de Buckhead, à Atlanta, l'image n'est pas tout. C'est la seule chose. C'est la monnaie d'échange, l'armure du statut. Et la seule chose que cet écosystème ne peut tolérer, c'est une histoire qui révèle l'horrible vérité sous un vernis poli. En raccrochant le combiné, je n'ai pas ressenti la satisfaction cruelle de la vengeance, mais le contentement plus profond et plus calme de la justice rendue, de l'équilibre rétabli. Je n'avais pas détruit la vie de ma fille. J'avais simplement veillé à ce que les actes aient des conséquences, à ce que la vérité soit reconnue, à ce que la dignité soit défendue. Ce qu'Amara et Julien ont fait de cette leçon, qu'ils en aient tiré des leçons, qu'ils en aient grandi, qu'ils s'en soient remis, était désormais leur choix, leur responsabilité. Mon rôle dans cette histoire était complet. Je suis retournée à mes orchidées, au travail patient de soin de la beauté, à la paix profonde que procure une vie en accord avec ses valeurs profondes. La brise du soir emportait le parfum du jasmin par mes fenêtres ouvertes, et quelque part au loin, j'entendais le rythme régulier de la mer des Caraïbes éternelle, immuable, lavant tout à la fin.